monde, bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube et évidemment sur toutes les plateformes audio. On est littéralement partout. Comment ça va, Salim? Écoute, ça va très très bien. C'est le début de l'année. On a rechargé un petit peu les batteries. Et j'ai encore de l'énergie, on n'a pas fini janvier, donc ça va, c'est une bonne chose. Mais la résolution 2025, c'est d'essayer d'avoir de l'énergie jusqu'au mois de décembre. Alors, on va voir ce que ça va donner. On est très content aujourd'hui parce que on part un tout petit peu de la nature, si tu veux, de notre podcast, mais pas vraiment. Tu sais, c'est toujours la politique, mais là, on est vraiment dans le non-sérieux. Et ça, moi, je l'adore. Je l'ai toujours adoré parce que, c'est difficile déjà de trouver des gens, de s'impliquer, de s'intéresser à la politique, mais quand ils font, et ils le font avec humour, pour moi, c'est comme... Écoute, moi, George, j'ai toujours dit une chose, c'est que la qualité première chez un être humain, ça devrait être d'avoir de l'humour. Alors, j'aime les gens qui ont de l'humour. Et justement, aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir avec nous Samuel Paradis, que beaucoup de nos auditeurs, de nos amis, de nos collègues ou anciens collègues à tout le moins, suivent sur TikTok, suivent sur Instagram, le voient parfois sur les réseaux sociaux avec plusieurs de ces petites vidéos humoristiques qu'on aime beaucoup et on a jugé bien utile, puisque ici on parle de choses sérieuses sans se prendre trop au sérieux, de l'avoir avec nous. Bonjour Samuel. Salut Salim, salut Georges, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, moi aussi ça va bien, mais comme tu disais, tu n'as pas beaucoup d'énergie en janvier. Je me sens comme je comprends ce que tu dis en tant que prof. Là. On est revenu du congé, puis là, c'est comme OK, est-ce qu'on va être capable de toffer jusqu'à la fin? On va être capable. C'est sûr que ça prend de l'humour. C'est ça, exactement. Mais justement, parlons un peu de ça. Tu es un enseignant au secondaire. Oui. Puis pas loin d'ici d'ailleurs. Puis non, c'est ça, ouais, on va pas dire où là. Quelque part. Quelque part. Pas loin d'ici. Parle-moi un peu, premièrement, je connais beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, puis c'est pas une job, c'est une vocation. Il faut être passionné pour faire ce travail-là. Puis je pense qu'on l'a tous vécu durant la COVID. On dit comment est-ce que les profs font pour les avoir à tous les jours. Moi-même, je dis comment je fais moi-même. Je sais pas. Mais parle-nous un peu de ça. Là. Toi, tu es en quelle année au secondaire? Alors moi, j'enseigne 2 niveaux, en fait. Je suis au programme CCQ, le nouveau cours que la CAQ a proposé, là, Culture et citoyenneté québécoise, qui remplace le cours d'éthique et culture religieuse. Je suis secondaire 2 et secondaire 5. Oh, wow. Donc, j'ai comme 2 niveaux. Puis c'est intéressant parce que j'ai comme un son de cloche d'âge différent dans une même génération. C'est quand même particulier. Ouais. Ça, c'est intéressant comme cours parce que justement... dans le fond, on dit que l'école, elle forme les citoyens de demain, puis c'est un peu dans cet esprit-là, j'imagine, que ce cours existe. Oui, en fait, le but au départ, honnêtement, en tant que prof, là, je vais parler pour moi, mais on se questionnait un petit peu parce que la façon que le cours avait été amené de l'avant, vendu, proposé, ça inquiétait un peu les acteurs sur le terrain parce qu'on est comme, est-ce qu'il y a une intention politique derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un désir, un message? Mais quand tu regardes le contenu, au final, tu dis, bon... La promotion, c'était une chose, mais quand tu regardes le programme, c'est des sujets super intéressants de citoyenneté, démocratie, l'ordre social, l'autonomie, la liberté de choix, les luttes d'égalité, tout ça. Donc, c'est des sujets d'actualité, mais qui sont apportés de manière éthique puis de manière avec une approche sociologique. Fait que ça rend la chose particulière pour les élèves. Est-ce que c'est très différent? Alors, excuse-moi, parce que moi, ce cours, je ne l'ai pas suivi, donc je ne le sais pas. Ah non? Si tu veux venir dans ma classe. Non. Ben, pourquoi pas? Si je peux parler un jour de politique, mais peut-être pas au secondaire. Faut que tu lèves la main, par exemple. Ça va être difficile. Mais peut-être pas au secondaire, mais tu sais, au cégep, on m'a déjà invité parfois à discuter avec quelques gens. Ça ferait plaisir, si tu veux. Mais toujours est-il, est-ce que c'est très différent du cours précédent? Est-ce que le cours précédent reste un petit peu, est-ce qu'il y a un peu du cours précédent qui reste dans ECR, je crois? Oui,
C'était ECR, éthique et culture religieuse. Ouais. Alors, avec tout ce qui se passe avec le mot religion au Québec actuellement, laïcité, on a enlevé pas mal le contenu de la religion dans le cours d'éthique et culture pour le remplacer par une approche plus sociologique des cultures, mais aussi une approche, pas une approche, mais l'éducation à la sexualité, qui était un sujet tabou et plus ou moins parlé à l'école. Là, honnêtement, ça se passait en quelques cours, puis on coinçait le consentement entre des cours trop rapprochés. Donc, ça offre une belle opportunité d'aborder des sujets sensibles d'aujourd'hui, mais en même temps, on a comme supprimé des sujets qui étaient aussi importants puis qui sont aussi sensibles. Parce qu'on regarde l'actualité, là, Bedford et compagnie, ça reste des sujets qu'il faut qu'ils soient abordés, réfléchis, mais peut-être de manière éthique puis sociologique au lieu d'avoir une question plus religieuse. On en a parlé ici, hein, George, bien sûr, de ces questions-là sur un angle, disons, autrement plus sérieux. On a reçu d'ailleurs M. Drainville qui était assis à votre place. Arrêtez, à ma place? M. Drainville à ma place? Wouh! Je suis chanceux. Non, mais on a eu un bel épisode. Pour me mettre à chanter ou je sais pas. Un peu de cow-boy fringant. Oui, c'est ça. T'as pas ramené ta guitare, là. J'aurais pu. Prochaine fois, Drainville à côté, on chante ensemble. Tiens, ça pourrait. Ça fait combien de temps que tu enseignes? Ça fait 7 ans. OK, quand même. Je suis techniquement, comparé aux autres, il y a beaucoup de profs qui sont de carrière, ça fait 20, 25 ans. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le milieu de l'éducation. J'aime ça. On dirait que c'est pas populaire de dire ça. Non, mais aimer ça, être prof. Ah non. Je sais pas. On entend beaucoup de gens... on entend des critiques fondées, valides et tout ça, mais il y a le côté très, très... c'est enrichissant de travailler avec des jeunes allumés, intéressés aussi. Puis c'est un peu ça qui m'accroche au travail que je fais, c'est de voir que c'est pas juste des paroles que... l'éducation que je donne, qu'on fait ensemble, ça résonne. Les élèves sont intéressés à l'actualité. On entend parfois des propos un peu... réducteurs envers les jeunes. La prochaine génération ne sont pas intéressés à la politique. Dans mon vécu, c'est tellement faux, ça. Ouais. Puis dans la classe, juste aujourd'hui, il y a plein de sujets qui ressortent tout le temps. Ouais. Mais je suis bien d'accord avec une chose, c'est que on est toujours dans ce discours-là de bon, c'était mieux avant. Ouais. Les générations d'avant, elles étaient meilleures. Puis ceci, puis cela. Tu sais, toutes les générations qui ont détruit la planète, là, puis maintenant, aujourd'hui, non, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. De qui tu parles exactement? mais donc, c'est une façon un peu humoristique de dire que on est toujours un petit peu dans ce truc-là, puis c'est vrai que chaque génération, on dit... par exemple, ma génération qui a commencé à travailler, qui est rentrée sur le marché du travail, on disait, mais oui, mais c'est ça, eux autres, là, ils veulent pas travailler, ils veulent pas commencer tôt, ils veulent pas finir tard, ils veulent pas... Et pourtant, moi, j'ai pas l'impression que je commençais trop tard ou que je finissais trop tôt. Ouais. Mais voilà, c'était un peu la perception qu'il en ressortait. Là. C'est comme c'est un appel à la tradition, là. C'est un sophisme là, qu'on voit en classe. Ce qu'on a toujours fait, c'est mieux que la nouveauté. T'sais. Puis c'est comme si on se compare à la souffrance qu'on a vécue, où on aimerait que les autres vivent la même souffrance. Ah, j'ai travaillé fort, alors les jeunes d'aujourd'hui doivent travailler fort. Ou, on transfère un peu peut-être nos traumas ou ce qu'on a vécu. Ou, la façon qu'on a vécu la vie, on essaie de la transférer sur les gens. Puis quand tu es prof, ben là, tu réalises que même si c'est toi le prof, c'est toi le maître de la connaissance en classe, tu apprends énormément des jeunes. Ouais. Puis tu peux pas non plus jouer l'autosuffisant parce que les jeunes sont pas cons. Ouais, ils sont pas stupides, ils le savent. Tu peux pas te prendre trop au sérieux non plus. C'est un peu comme un politicien. Un politicien qui se prend trop au sérieux, là, ça sera pas long, il va être dans Infoman ou il va être à quelque part. Il va être dans une de mes vidéos. Mais si tu te prends trop au sérieux et tu n'as pas d'autodérision, ben, en tant que prof ou en tant que politicien ou dans plein de métiers qui demandent un certain sérieux, mais une flexibilité dans la façon de se regarder, de s'analyser, c'est ça, de se critiquer soi-même. Il faut être capable de le faire, sinon tu ne peux pas demander aux jeunes de le faire, puis en tant que prof, tu ne le fais pas toi-même. Moi, ce que je trouve intéressant, puis là, j'ai aucune idée, évidemment, parce que moi, quand j'étais au secondaire,
on n'avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et Vous, c'était les gros ordis, là? Ça, c'était au primaire, tu sais, avec la grosse, le gros disque, là, tu sais, le floppy. Hey, là. arrête de nous vieillir comme ça, tabarouette. Moi, en plus, je fais 40 dans pas long. Là, Non, mais... La télé, étais-tu arrivé à votre... Ouais. Étais-tu en couleur? Mais on avait les antennes, là, tu sais, puis il fallait se lever pour tourner le... Oui. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, et surtout avec quelqu'un comme toi qui est quand même relativement jeune, tu es dans un environnement, c'est le secondaire où les élèves apprennent un peu, tu sais, de plus en plus à avoir leur autonomie. Bon, peut-être la deuxième secondaire, peut-être pas, mais les cinquièmes secondaires, tu sais, j'imagine que pas mal tous les élèves ont des cellulaires, sont tous sur les réseaux sociaux. Puis là, ils voient leur prof, qui est quand même relativement jeune, qui poste, tu sais, qui crée du contenu. J'aimerais un peu savoir cette connexion-là, avec les élèves qui te suivent. Ouais. Puis dans la classe, c'est monsieur. Puis là, il te voit, puis tu te moques des élus, puis tu fais des gags. Puis c'est quoi cette dynamique-là? Ouais, d'abord, je te corrige tout de suite. Là. C'est pas juste les secondaires 5 qui ont des téléphones cellulaires. Ouais, j'imagine que... Ils arrivent en secondaire 1, là, ils sont déjà dans crypto, puis ils sont déjà là. Fait que non, tout le monde est très, très... ils sont très rares, les élèves qui n'ont pas de téléphone cellulaire aujourd'hui. Puis c'est la raison pour laquelle on les a sortis de la classe, parce que c'était difficile de gérer. Puis honnêtement, un prof devant 30 élèves, là, il doit être intéressant, 1h15. On ne l'aura pas. Là. Je dois compétitionner avec TikTok qui roule sans arrêt. Oublie ça. Ben ouais. Mais oui, ta question, c'est particulier parce que c'est arrivé quelquefois au début de ma carrière. C'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi à faire les vidéos. Les élèves me parlaient de TikTok, puis je connaissais pas du tout l'application. Je me moquais d'eux parce qu'à l'époque, c'était un peu le fun de se moquer de TikTok. Là. Puis là, j'ai commencé à en faire, puis ça a comme créé une espèce de... Ah, monsieur, j'ai vu votre vidéo hier. Il y a une espèce de lien. Il y a une connexion. Ouais. OK, on parle peut-être le même langage. On n'est pas si loin que ça de notre réalité. Fait que ça me permet, d'une certaine façon, de savoir un peu c'est quoi leur monde à eux, sans nécessairement être totalement connecté, parce que des fois, ils me trouvent pas drôle. Ils me le disent. Là, monsieur, votre vidéo était pas drôle. Des choses comme ça. Oui, mais quand même, c'est une connexion avec les élèves. Oui. Nous, à notre époque... on rentrait, c'était le prof, il y avait une interaction avec le prof, puis une fois qu'on sortait de la classe, on l'oubliait, comme il n'existait plus. C'était juste monsieur ou madame un tel. Là, tu le croisais à l'épicerie, t'es comme, hein? Il fait son épicerie. Il mange. Il est supposé dormir à l'école. Non, c'est ça, mais c'est juste cette connexion-là qui existe, que tu en profites évidemment à travers les réseaux sociaux. Et aussi, c'est la nature du cours que tu enseignes. Et je trouve que, il y a tout un beau lien qui se fait, là, puis c'est ça, je trouvais ça un peu intéressant de savoir, à cette époque aujourd'hui où les élèves sont tous branchés en ligne, d'avoir un prof qui est cool, il fait sa guitare, il chante, il imite, puis je sais pas, est-ce que ça crée une atmosphère dans la classe qui t'aide ou il y a toujours les défis qu'on attend de tous les profs? Quand je les sors de la classe parce qu'ils dérangent et ils me trouvent moins drôle. Ou une retenue ou quelque chose. Ouais, honnêtement, non, en fait. Ouais. Non, je crée vraiment une distance avec les réseaux sociaux puis mon travail dans la classe. Je peux en parler quelques fois. Ils sont intéressés, ils me posent des questions. Ah, monsieur, faites-vous de l'argent sur TikTok? Non. mais honnêtement, c'est pas mon premier, c'est pas mon outil principal. Parce que je pense que ce serait une distraction pour la classe, une chose. Puis l'autre chose, c'est que mon rôle premier, c'est d'être prof. Tu sais, je suis pas un influenceur. Je suis pas comme ça, je me perçois, là, mais peut-être qu'il y en a qui diraient oui, mais je me perçois pas d'abord comme un influenceur ou comme un TikToker. Mon rôle premier, c'est d'être prof, c'est d'enseigner la matière, c'est d'évaluer mes élèves, c'est d'avoir des traces, c'est de communiquer avec les parents, c'est de participer. Donc, j'ai un métier à accomplir, puis j'essaye le plus possible de faire une vraie distance avec les réseaux sociaux pour pas que ça interfère entre les deux, puis garder une certaine éthique professionnelle, parce que quand tu as ces réseaux sociaux, puis ton élève te suit, puis il y a un parent qui te suit, puis là, il y en a qui peuvent t'écrire, là, il faut que tu traces une ligne, puis il faut que tu te respectes, tu te connaisses aussi en tant que prof là, pour respecter tes limites.
Là, quelque chose que nous, on est en train de vivre, parce que nous aussi, tu sais, on n'est pas des podcasteurs professionnels, on a d'autres choses qu'on fait là, dans la vie. Si on le fait parce qu'on l'aime, puis on est content parce qu'on a les contacts qui nous ont permis d'avoir des gens intéressants. Mais des fois, je sens, puis on sent avec Salim, tu sais, une certaine pression de vouloir créer du contenu. Qu'est-ce qu'on met? OK, il nous faut des clips, tu sais, il faut garder ça actif toujours, etc. Toi, de ton côté, OK, je vois un peu la passion d'enseigner, mais est-ce qu'il y a quelque part dans ta tête, tu sais, durant la journée, OK, comment est-ce que je vais faire la vidéo? Il faut que j'en mette 1 ou 2 par semaine ou 1 par jour ou whatever. Je sais pas. C'est quoi qui se passe, là? Tu sais? Est-ce qu'il y a un conflit entre le Samuel... la correction ou faire... C'est ça? Au début, oui, honnêtement, parce que j'avais pas l'intention là, de faire tout ça, honnêtement. Là. C'était en pandémie que ça a commencé. Moi, j'ai fait une vidéo comme ça sur Justin Trudeau. Puis là, c'est devenu super populaire. Puis là, M. Legault, des imitations. Puis, puis honnêtement, je trouvais ça le fun. Puis j'ai comme au départ subi une certaine pression de devoir réagir à chaque sujet d'actualité. Puis à un moment donné, t'arrives pas à suivre la cadence. Je fais pas ça temps plein. Il faut que tu t'écoutes à un moment donné. Vous devez vous écouter aussi, prendre soin de nous. Tu parlais d'énergie tantôt. À un moment donné, je suis pas simplement une machine automatique qu'on demande un vidéo. Fait que, oui, j'ai ralenti un peu le rythme, puis je me suis plus respecté. Quand j'ai envie, quand j'ai une idée, quand ça vient, ben là j'ai le goût de le faire. Ouais. Puis ça devient quelque chose de vraiment voulu et que j'ai envie de faire. T'sais. Alors, moi, je trouve que dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement anodines. C'est-à-dire que le fait que tu sois enseignant d'un cours où on apprend aux enfants à être des citoyens, les citoyens de demain, à se respecter dans leurs différences, quelles que soient les différences d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de différences et comment on appelle ça? Voyons, là, je l'ai toujours le mot, mais de... Diversité. Diversité. Merci. Conflit. Merci. Racisme. Je sais pas. Non, je n'irai pas là-dessus, mais beaucoup de diversité. Mais et oui, puis dans une société, effectivement, il y a de la diversité. Forcément, il faut apprendre à vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est pas toujours facile, même dans une famille et dans une même maison, etc. C'est un peu normal à l'échelle de la société. Mais alors, moi, je trouve que c'est pas anodin. Ça veut dire qu'évidemment, tu as un intérêt pour la chose sociétale d'une manière générale. Là. Donc, les gens, les interactions, justement, les différences, la diversité, etc. Et puis, est-ce que, donc, justement, tes vidéos TikTok, etc., est-ce que, on les sent qu'elles sont un peu... Comment je vais dire ça? Un peu engagé. Il y a quasiment un message subliminal derrière chacune de ces vidéos. Ouais, si t'es fait rouler à l'envers, là, ça dit... Il y a un message. Essaye-le. Mais j'ai comme l'impression que... Et puis, corrige-moi si je me trompe, je suis peut-être complètement dans le champ. Mais on dirait que t'essayes de faire en sorte que des gens soient engagés à travers ton humour, parce que ça permet aux gens de s'informer aussi. T'sais. Puis même si c'est une vidéo juste de Trump qui dit « America Great Again », etc., mais au moins, tu le sais qui est ce personnage. Puis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Oui, je me suis jamais dit dans une vidéo « je vais devoir informer les gens ». Je suis pas dans l'information, je suis pas non plus dans... Je suis dans l'éducation, mais dans mon métier... Là, sur TikTok, je suis dans le divertissement. Tu sais. Ouais. Mais un divertissement qui... D'où ça part, c'est comme une dédramatisation. Je vois quelque chose, je ressens quelque chose. Il me semble qu'il y a beaucoup de sérieux dans ça. Faudrait tu sais, un petit peu aller taquiner, déranger un peu les sujets qui sont sensibles, puis être capable de faire soit une capsule humoristique ou faire une blague sans qu'elle soit trop grinçante. Des fois ça l'est, mais... Juste commencer les vidéos en pandémie, là, Monsieur Legault, bonjour tout le monde, à tous les jours. Là, il annonçait les décès à tous les jours. Aujourd'hui, 300 décès, le lendemain, 400 décès. C'est pas un manque de respect envers ces personnes-là qui sont décédées, mais à Londres, quand notre rendez-vous quotidien, c'était d'entendre constamment l'échec de la société. Il fallait trouver quelque chose pour moi, pour que je puisse faire rire. Donc, je commençais à imiter M. Legault, puis j'ai envoyé des petites capsules à mes amis, puis là, ils disaient « Hey, c'est bon! » C'est pas pire.
Puis en l'imitant, en l'écoutant, bonjour tout le monde. Hein, ça devient de plus en plus meilleur. Là, oui, tu sais. Là, je me suis un petit peu pratiqué, puis j'ai mis ça sur TikTok, puis ça fait du bien, je pense, parce que les gens aussi ressentaient le besoin de dédramatiser des choses comme ça. Fait que c'est un peu mon intention derrière ça. Honnêtement, là, la politique, toi, quand tu es à la maison, est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes régulièrement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as zéro intérêt, mais à cause des nouvelles puis à cause de la job que tu fais, parce que veux pas, tu sais, un enseignant, quand il voit que ça va mal, il y a le ministre qui doit annoncer une stratégie quelconque ou whatever, est-ce que tu écoutes parce que tu dois l'écouter ou c'est quelque chose que toi-même, il y a un intérêt dans l'actualité, dans la politique? C'est pas un devoir. Ouais. J'aime ça. Je me lève le matin, j'écoute la radio, je suis constamment connecté avec ce qui se passe, sans nécessairement en faire un métier ou une passion, mais j'aime ça. J'aime ça, puis c'est naturel en moi. Fait que oui, les médias, les nouvelles, les panels politiques, les mordus, je suis bien connecté là-dedans. Puis ça donne que je vois souvent des erreurs ou des petites accros qui sont dits en ondes. Fait que je les prends puis je les mets sur mes réseaux. Moi, je veux te dire, l'un des meilleurs trucs que tu as fait qui avait beaucoup attiré mon attention, m'avait beaucoup amusé, c'est... t'avais-tu fait... la personne là, de TVA, de Victoriaville, excuse-moi, Pierre Bruno. Pierre Bruno. Ici Pierre Bruno. Oui. Mais lui, ça fait longtemps que... Tu sais, il y a Pierre Brassard qui l'imite très, très bien, là, tu sais, puis j'étais un peu inspiré, puis il y a Pierre Bruno à la tête de TVA. Ici, bien sûr, bienvenue au politiquement parlant, effectivement, Pierre Colette. Lui, il a disparu. Fait que il n'a pas disparu, mais il est à retraite. Il se repose. Il est à retraite. Et alors, non, mais justement, parce qu'en plus, c'était toi qui disais que on dirait qu'il était enrhumé. Oui, c'est ça. Alors ça, c'était un running gag qui a... Oui, mais ça datait, je pense que je sais pas si ça venait d'un bye-bye, puis j'avais fait ce gag-là, puis quelqu'un m'a dit, je pense que c'est déjà dans un bye-bye, un vieux bye-bye, là, j'étais dire, ben oui, Pierre Bruno a enrhumé, j'ai un rhume. Ouais. Non, mais il y avait aussi l'autre que tu avais fait une entrevue avec Patrice Roy de Radio-Canada et le premier ministre, là, M. Legault, puis tu as fait le voice-over, oui. Puis tu matchais avec ce qu'il disait, quelque chose d'autre complètement, puis c'était tellement drôle. Oui, Patrice Roy, il est plus... moi, je le trouve doux, Patrice. Si Patrice est à l'écoute, tu es doux. Bonjour. Il est très... Monsieur Legault, bonjour. Il est très... Donc, ouais, c'est ça, j'avais pratiqué le voice-over, puis essayer de suivre les paroles, puis des conneries, là, ça pue, puis oui. Monsieur Legault, vous détestez les immigrants? Bien sûr. Je le taquitais un peu là-dessus, oui. Mais alors, justement, tu sais, récemment, ou l'une de tes dernières... des plus récentes vidéos, c'était les petites chansons de Noël qui étaient très bien faites, qui étaient très drôles. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont sans doute les trouver un peu moins drôles, mais est-ce que c'est aussi un peu de la caricature que tu fais? Parce que, bon, moi honnêtement, disons que je ne suis pas nécessairement un grand fan de la manière dont la diversité est gérée par le gouvernement de M. Legault. Là, pourquoi tu dis ça? mais en même temps, je vais pas jusqu'à l'extrême et de penser que M. Legault, par exemple, n'aime pas les immigrants. Mais en même temps, quand on fait de l'humour amène la caricature. Dans le fond, caricature, c'est quoi? C'est d'exagérer les traits de quelque chose. Donc j'imagine que quand tu fais cette petite chanson autour de ça, c'est parce que probablement tu dois partager un peu le fait que l'aménagement de la diversité est pas optimal au Québec et que là, dans le fond, tu fais un peu la caricature de ça. Ouais, ben ça part de mon ressenti. Donc, je pense que c'est quand même assez partagé. C'est pas une cachette de dire que M. Legault a souvent utilisé la carte de l'immigration dans plein de sujets. Puis bon, il y en a qui ont leurs propres idées là-dessus. Donc, de mon côté, je me dis, ben pourquoi pas faire des liens entre Noël, l'immigration, mes nuits chrétiens, mes nuits laïques, des choses comme... Il est né, le petit immigrant, puis...
c'est de jouer un peu sur la ligne, en faisant une petite critique, en riant aussi. Donc, oui, ça part de mon ressenti. C'est sûr qu'il y a plein de questions que je me pose sur la manière que c'est géré. Je ne détiens pas non plus tous les secrets de comment on peut gérer tout ça puis toutes les solutions qui viennent avec, mais c'est sûr que des fois, on entend des choses et on dit « OK, ça me donnerait des bonnes idées de sketch parce qu'il me semble que c'est controversé ce qui est apporté par nos politiciens parfois sur l'immigration ou sur n'importe quel sujet. » Oui, mais en fait, ce sont des sujets qui sont quand même tous très importants. Là. C'est pour ça qu'ils sont discutés. Ensuite, effectivement, c'est la manière dont c'est amené. Et je pense que l'idéal, c'est juste d'essayer d'éviter de diviser les gens. Hein, je pense que c'est d'ailleurs le cœur un peu aussi du cours que tu donnes, parce que c'est un cours un peu d'ouverture d'esprit sur la citoyenneté au sens large du terme et de comment on peut vivre ensemble. Puis c'est pas juste une question de immigrants versus pas immigrants ou peu importe, là. C'est une question juste que on vit tous dans une société, puis il faudrait que tout le monde prenne sa place, toute sa place, mais pas la place de tout le monde. Oui, exact. C'est d'être capable de prendre notre place. Puis j'ai fait un petit exercice avec mes élèves justement en secondaire 2 sur la question de l'identité. Je leur ai demandé, est-ce que vous vous sentez québécois? Puis dans la classe, dans l'école où est-ce que je suis, il y a peu de Québécois. Attention, les oreilles sensibles. De souche. Du moins, peu importe notre perception là-dessus. Qui se sent québécois? Puis il y a très peu de gens qui lèvent la main. Puis après ça, je leur demande, nommez-moi tous les préjugés que vous avez sur les Québécois. Puis nommez-moi tous les préjugés que vous avez sur les immigrants. Puis on les écrit au tableau. Puis après ça, je leur dis, comment vous voulez que quelqu'un s'identifie à ça? T'sais, un immigrant ne va jamais s'identifier à un Québécois parce que peut-être qu'il y a des idées préjugées sur c'est quoi un Québécois. Ils sont tous pareils. Ils mangent la poutine puis ils écoutent Céline Dion chez eux. Puis ils écoutent le hockey. Puis versus, de l'autre côté, un immigrant, c'est quoi les stéréotypes? Alors, excuse-moi. Comme Patrice Roy qui joue avec son crayon. Hein? J'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Ouais, c'est ça. Donc, quand on ne pourra jamais s'identifier à l'autre si on perçoit chez l'autre des idées préconçues. Donc, faire tomber les préjugés puis réaliser que finalement, l'autre est plus proche de nous qu'on pense. Parce qu'on est différents, mais on n'est pas si loin que ça quand même. Mais tu vois, ça, c'est passionnant parce que tu vois, moi, ça, c'est l'une des choses qui m'importe le plus, d'autant plus que je suis le papa de 3 enfants et qui sont, en tout cas, deux de mes enfants sont à l'école primaire. Et évidemment, il y a beaucoup de diversité, une diversité dont finalement, moi-même, je fais partie. Hein? Puis dans la définition de ce que c'est être québécois, tu sais, moi, par exemple, j'enseigne à mes filles qu'elles sont québécoises. Tu sais. On a nos... Vous allez perdre des abonnés. Mais je leur enseigne ça. Évidemment, elles sont conscientes de mes origines et de leur maman, etc. Mais tu sais, je leur enseigne ça. Mais tu sais, forcément, quand tu es rendu dans une école où il y a des enfants qui viennent d'à peu près partout dans le monde, je pense que ceux et celles qui ne lèvent pas la main à la question de « Êtes-vous québécois ?» c'est plus dans le sens de l'origine que dans le fait actuel. Mm-hmm. Donc, je peux imaginer, par exemple, je peux très bien imaginer que dans la classe, il y a des gens qui, quand ils lèvent pas la main, c'est plus dans le sens, OK, mais mes origines. La culture première, oui. Je crois que c'est ça. Parce qu'au final, là, moi qui suis d'origine marocaine, là, la poutine, j'aime ça. Le bacon, j'aime ça. La bière, j'aime ça. Tu sais, puis, voilà, tu sais, je veux dire, c'est... Mais... Alors qu'il y a bien des Québécois qui aimeraient peut-être pas tout ce que tu viens de nommer. Là. Donc, exactement. Puis on écoute de la musique québécoise à la maison. Puis, du rigodon. On écoute de tout, tu serais surpris. Céline. Céline, ça c'est... Éric Lapointe. Oui, mais on veut moins le dire. En le disant, je me suis dit, on va pas là. Non, mais bref, tu comprends un peu le topo. Là, Oui, mais c'est un peu dans cet angle-là aussi. J'avais fait une vidéo sur le changement du cours éthique et culture, puis avec les intentions du gouvernement de rendre ça plus québécois, des intentions qui sont quand même nobles, mais avec un discours qui était questionné par l'ensemble. Puis j'avais dit,
à la fin de l'année, examen du ministère, on va dans le bois, on se met des chemises carottées, on chante des chansons de deux frères, puis là, on va savoir si vous êtes des vrais Québécois. Mais c'est un peu dans cet angle-là, tu sais. Tu peux pas arriver dans un cours de citoyenneté puis dire voici ce que vous devez exactement devenir en tant qu'individu, ce que vous devez aimer, ce que vous devez pas aimer. L'approche est beaucoup plus voici les droits qu'on a ici. Notre charte des droits et libertés, moi, c'est mon cadre dans ma classe parce qu'on a tellement de gens, comme tu dis, des gens qui viennent de partout dans le monde avec des idées de gauche, de droite. Le cadre, c'est la charte des droits, c'est nos droits, nos libertés. Puis des fois, il y a des propos qui sont dits dans la classe inacceptables. Ils ne savent peut-être pas, ils l'apprennent, puis le cadre, c'est la charte. Voici notre charte, nous protège les droits individuels, autant la minorité religieuse que la minorité sexuelle. Ou toutes les minorités, finalement, doivent être respectées. Là, il y a quand même des liens qui se font parce qu'ils réalisent, ouais, OK, j'avais peut-être une idée qui était ou intolérante ou qui fitait pas, finalement, avec le cadre dans lequel on vit ici, la liberté qu'on a. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu le directeur de l'école ou quelqu'un qui vient te voir, excuse-moi, Sam, mais tes vidéos, il faut couper ça. C'est des enfants. Ta présence en ligne dérange ou whatever. Est-ce qu'il y a eu déjà une certaine affaire de même? Non, puis s'il le faisait, je ferais une vidéo là-dessus. C'est une bonne réponse, ça. Non, mais j'entretiens quand même de bons liens avec mes collègues et tout ça. C'est connu, c'est dit, puis même au contraire, c'est comme féliciter. C'est ça ma prochaine question, voir si peut-être ils l'encouragent, parce qu'ils comprennent un peu le lien que ça crée avec les étudiants. On va se le dire, si ça avait été un compte OnlyFans... Je savais pas, je pensais que vous étiez abonné. Jean Charest est abonné. Non, ça a toujours été encouragé, mais c'est aussi, je pense, je m'impose une certaine limite, un cadre quand même assez rigide, parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a des parents, il y a des élèves qui me suivent. Je peux pas dire... Tu sais, je peux pas faire comme si il n'y a aucun impact à mes paroles. Je suis prof. Puis j'ai 12 groupes de 30 élèves. Tu sais, il y a quand même une espèce de rayonnement dans une école qui fait en sorte que quand ça traverse, puis ça va sur les réseaux sociaux, les élèves, eux, ils voient pas toujours la limite. T'sais. C'est à moi l'imposer. Il y a des élèves qui m'écrivent sur TikTok ou il y a des élèves qui m'écrivent sur Instagram, puis je leur réponds pas. Je leur ai dit tout de suite, nous autres, on communique à l'école, dans le cadre de l'école, parce que sur les réseaux sociaux, c'est tellement sans limite. C'est à moi à imposer, à avoir une limite claire. Peut-être qu'il y a des gens qui les mettent pas, ces limites-là, puis ça crée de l'ambiguïté. On veut rien savoir de ça, dans mon cas. Là, tu sais, j'ai une idée, Salim, parce que j'ai vu que tu faisais aussi des vidéos comme des vox pop, là. Tu sais, à un moment donné, je suis pas trop sûr, t'étais où, puis tu questionnais les gens sur... C'était au mail Champlain, ça. Ah ouais? Okay, c'était pour le SFPQ, le syndicat qui m'avait demandé de faire un vox pop. Je venais écœurer les gens là, avec des questions. Non, mais tu sais, ça serait génial qu'ils portent un habit, cravate, whatever, puis on l'envoie à l'Assemblée nationale. Tu sais, il prend en entrevue les élus, puis en les imitant en même temps. Ça serait incroyable. Moi, j'allais dire, j'aimerais imiter Éric Duhem, mais... Ah, t'y arrives pas? Non, il est pas encore à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même, un personnage public. Oui, il va s'essayer. On y souhaite. Il veut se présenter dans la circonscription d'Arthabasca, dans la belle ville de Victoriaville. Oui, mais... Un moment donné, il faut que ça arrête tout ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. On se fait niaiser, là. C'est ça qui se passe. Là, mon champ, mon choix, là, ben c'est ça. C'est ça. Éric Duhem, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça, l'imiter. Là. Ça, c'est arrivé un matin. Je suis comme... en train de me... Je sais pas, je me rasais. Je suis capable de faire Éric Duhem. Un moment donné, là... Ça suffit, ça n'a pas de bon sens, là. François Legault, là, il est en train de nous avoir là, avec tous les vaccins. Là, c'est le vaccin dans le temps. Là, moi, je l'ai tellement pratiqué avec le vaccin, mais il me fait un peu rire. Je l'aime beaucoup. C'est ça, ceux que j'imite, je les aime aussi. Il faut que tu aimes les gens que tu imites. C'est un peu ça, l'imitation, pour les écouter, pour les intégrer. T'sais. En tout cas, ce que je peux te dire, Éric Duhem, qu'on a déjà reçu ici et potentiellement qu'on recevra de nouveau,
On a eu énormément de fun à discuter avec lui. C'est un gars très intelligent. Je partage pas toutes ses idées, ça c'est une autre histoire. Mais c'est un gars très intelligent, très éveillé, très ouvert d'esprit. Et on a eu beaucoup, beaucoup de fun à discuter avec lui sur ce podcast. Ah, j'imagine, c'est quelqu'un de... C'est ça, moi, il représente quand même une partie de la population, tu sais. Donc, je pense qu'il est une voix pour certaines personnes. C'est nécessaire que ça existe, cette voix-là, dans le débat public. Ben, tu vois, ça, c'est un discours que j'aime beaucoup parce que c'est un discours très démocratique dans le sens que, oui, il représente du monde. Aux dernières élections, c'était 13,5% de la population, mais elle était tellement éparpillée qu'il a gagné aucun siège. Oui. Mais par contre, comme ce que je disais, c'est qu'il y a une élection partielle dans le comté de Arthabasca. Et j'ai l'impression qu'il va s'y présenter. Oui, puis moi, je crois que tout le monde devrait avoir une voix pour représenter la population, sauf le PQ. Ben là, regarde, ils sont... C'est des blagues, hein? Voilà, ils sont 4. On a reçu 3 des 4, c'est ça? Non, 2. Ah, 2 des 4, excuse-moi. Vous parlez des mâles alpha? Ben, pour le moment, effectivement, ce ne sont que des hommes, mais éventuellement... je pense qu'ils présentent une femme dans Saint-Jérôme, et Saint-Jérôme, donc, suite au départ de M. Fitzgibbon. Pas Saint-Jérôme. Terrebonne, excuse-moi. Mais tu vois, tu devrais faire de la politique. Mes parents habitaient Terrebonne. Ah, OK, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais tu sais, justement, il y a pas mal d'élections qui s'en viennent. Il y a des courses au leadership, tant au niveau fédéral, provincial. Il va y avoir, évidemment, prochainement une élection fédérale et l'année prochaine, une autre élection municipale et ensuite provinciale. C'est quand même un bon petit affaire pour t'inspirer. C'est ce que... Là, il va falloir que je pratique mon carnet, là, ou je sais pas si... Carnet free, qui va remporter la course. Je suis triste. Moi, j'étais triste que Justin... Tu sais, pas nécessairement parce que bon, ça fait 10 ans qu'il était là quand même, là, Justin, mais parce que moi, c'est comme ça, je l'ai connu, je l'ai imité. Tu sais, c'est ma première vidéo. Ma première vidéo TikTok est en train de remonter parce que dans cette vidéo-là, c'est comme si le fils à Justin, il demande qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus en politique. Fait que là, c'est comme là, ça revient là, dans mes réseaux. Là, j'ai des notifications. Puis là, Justin qui répond comme d'habitude, nous allons faire ce qu'il faut faire. Des belles réponses. Qui veut rien, tu sais. On va continuer de continuer. Nous allons continuer, de s'assurer de continuer. Là, c'est comme, OK, merci Justin. C'est ça. Mais en passant, et justement, je crois que c'est aussi un peu ce qui a fait le succès de tes TikTok, de tes vidéos, c'est que souvent, c'est des tics de certains politiciens que les gens remarquent, ne savent pas comment les décrire, mais là c'est comme c'est ça qu'il a dit, c'est ce timbre de voix qu'on a entendu, c'est exactement ça. Exact. Et tu le fais bien. Moi, juste pour partager avec toi une de mes 2 filles, je pense la plus grande, à un moment donné, elle me dit « Hey papa, veux-tu mettre la vidéo du petit pipi ?» Puis je suis comme « Du petit pipi? C'est quoi ça? » C'est le petit pipi. Elle, parce que c'est le bout de ton vidéo de l'échange Trudeau-Legault, où il demande le petit pipi, forcément, à cet âge-là. Pour respecter le couvre-feu, là. Ouais, c'est ça. Et le petit pipi, évidemment, c'est ce qu'une enfant va... C'est ça qui a fait rire, là, tu sais. Puis là, je savais pas de quoi elle parlait. Jusqu'à temps que je joue la vidéo à quelqu'un, elle me dit « Ah, mais c'est de ça dont je parlais! » Fait que, tu vois, t'as marqué du cette monde. vidéo-là, j'ai des gens qui m'ont envoyé, ils me filmaient leur enfant, parce que leur enfant qui répétait la vidéo, t'as-tu fait ton petit pipi? Puis là, je suis comme, ça prend des proportions, ça dérape. Les enfants écoutent la vidéo, je trouvais ça vraiment drôle. Mais ce qui était drôle, c'était Legault qui joue au papa. Justin, t'as-tu fait ton petit pipi? Là? Bon. C'est très drôle. C'était bon.
c'est quoi les moments comme les plus marquants? Tu sais, évidemment, tu as dit que tu as commencé durant la COVID. Il y a eu pas mal de moments marquants là, durant la COVID. Puis en plus, on avait tous le temps de partir ailleurs là, dans notre imagination ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dit « Oh my God, ça, il va falloir que je fasse quelque chose. » Là, aussitôt que tu l'as vu, tu as dit « On met un petit astérisque ici, on va revenir, il faut que je fasse quelque chose. » Il y a eu tellement de... Tu sais, juste Trump, l'élection de Trump ou des... Non, c'est ça, on dirait que j'essaie de suivre l'actualité, mais j'y vais vraiment au fur et à mesure où est-ce que j'ai envie ou pas. Puis, non, il n'y a pas comme un moment précis, je me suis dit, hey, ça, il faut absolument que... à chaque année, je fais toujours un petit recap des moments que je trouve cocasses, puis je trouve drôle, puis je les publie sur mes réseaux, mais rien de particulier, c'est plus aléatoire. Mais c'est quand même la préparation, parce que j'ai vu le petit clip que tu as fait, ce recap-là, où tu as plein de petits moments. Oui. Mais ça prend du temps, il faut aller trouver la vidéo, les télécharger, faire tout le montage, trouver les endroits où que, tu veux les petits moments un peu plus humoristiques. C'est quand même du travail, là. Oui, c'est souvent au fur et à mesure de l'année, tu sais. J'écoute des choses durant l'année, j'écoute beaucoup de contenu politique durant l'année, j'accumule, j'en publie parfois en story, puis tout ça. Ouais. Puis à la fin de l'année, je reprends tout ce que j'ai publié, puis je les publie. Fait que, c'est plus un mode de fonctionnement. Là. J'écoute beaucoup de radio politique, actualité, puis au fur et à mesure que ça se passe, je les accumule. C'est plus ça. Je l'intègre dans mon travail. C'est ça qui peut être un défi parfois. C'est le moment, c'était avec Michel Courchain, là, il parlait de... Dominique Legland. Dominique Legland. J'étais dans mon salon. Non. Personne, il y a juste Dimitri qui riait un peu. Là, non, ça se peut pas, ça. Il faut publiciser. Mais des moments cocasses comme ça arrive. Puis surtout quand il y a quand c'est une question d'accent. L'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, lui, à chaque fois qu'il voulait parler d'élection, c'était un R et pas un L qui sortait. Là. Les Canadiennes et les Canadiens veulent pas d'élection. Tu sais, c'est comme les élections. Ouais. Comme... non, mais lui, il s'est fait pas mal niaiser avec ça. Oui. Ah, effectivement. Quand tu ris pas des gens, tu fais quoi, là? Un peu de tes intérêts un peu à l'extérieur de tout ce monde-là. Quand je ris pas, je pleure. J'aime rire. C'est comme, dans ma tête, je me moque un peu, mais c'est sympathique. Puis honnêtement, si je rencontrais tous ceux que j'aime imiter, ce serait probablement très sympathique. J'ai okay. C'est correct. Ton fils, ça? Ou c'est le petit bébé. Non, à part ça, j'adore... je suis dans l'actualité. Une des choses que je voulais dire tantôt, c'était quand je commence mes cours, je pense qu'un des secrets pour parler aux jeunes des sujets sensibles de la société, c'est de leur apporter l'actualité parce qu'ils n'ont pas nécessairement, eux, ne sont pas assis au téléjournal le soir, peut-être leurs parents. Tu sais, moi, c'est comme ça un peu que j'ai été initié à l'actualité, c'est en écoutant la famille, les parents qui écoutaient les nouvelles et tout ça. Mais les jeunes, ils ne l'ont pas nécessairement au quotidien. Quand le prof leur apporte des enjeux d'actualité, moi, je parle tout le temps, je fais une minute d'actualité au début de chacun de mes cours. Puis là, j'apporte des sujets que je sélectionne, puis on en parle, on identifie les valeurs qui sont en tension dans ce débat de société-là, puis je donne la parole aux élèves. En faisant ça, les jeunes se sentent concernés, se sentent impliqués, puis ça leur donne une voix, ça leur donne un sens aussi. Donc, des fois, on dit, comme on disait tantôt, les jeunes sont plus ou moins intéressés, mais on est ailleurs. Tu sais, quand tu leur communiques d'une façon à ce que ça soit intéressante, sensible, à l'écoute. Si j'étais pas à l'écoute ou si l'intervenant ne l'est pas, il n'y a pas d'ouverture. Alors, ça prend aussi une posture de « je suis prêt à recevoir plusieurs choses ». Je suis prêt à écouter là, de n'importe quel type de contenu. Je pense que ça délie un peu Mais ça, c'est intéressant. Évidemment, avec toute l'accessibilité qu'ils ont ces jours-ci, avec tout ce qui se passe en ligne, moi, j'essaie de me rappeler si au secondaire, je suivais l'actualité. La réponse, évidemment, non. La première mémoire que j'ai, genre les nouvelles puis ce qui se passe un peu autour de nous dans le monde, c'était la guerre dans le Golfe. Là. C'est la première fois qu'ils montraient ça live sur la télévision aux années 90.
Mais aujourd'hui, les jeunes, là, tu dis, je rentre en classe, on fait un peu d'actualité, je veux communiquer ça aux élèves. Est-ce qu'ils suivent ça? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? Peut-être pas les jeunes, mais les secondaires 5. Là, tu t'en vas au cégep bientôt. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils suivent ou est-ce qu'ils aiment vraiment pas ce qui se passe puis leurs intérêts sont ailleurs? C'est une bonne question. Moi, je parle de mes propres élèves, je peux pas parler pour tous les... Mais selon mon expérience, il y a comme une minorité d'élèves qui sont au courant de ce que je leur apporte. Il y en a peut-être 1, 2, 3, 4 dans une classe de 25 ou 30 élèves qui savent. Puis je pourrais leur demander qu'est-ce qui s'est passé, puis ils me l'expliquent. Donc ça, c'est quand même assez... Des fois, ils l'ont plus étudié que moi, en plus, le sujet. Fait qu'ils sont très, très là, c'est très sûr engagés. que c'est leurs parents, justement, qui écoutent les nouvelles à 6 heures. Là, Probablement. Mais il y a une bonne... Le reste, c'est moi qui les informe ou c'est la discussion que j'ai avec eux qui les informe. Puis c'est ça, c'est des jeunes... Ceux que j'ai comme élèves sont très informés, sont intéressés, sont curieux, mais ils n'utilisent pas nécessairement les médias traditionnels. Quand je parle de TikTok, on parlait d'avoir un lien avec eux. C'est clairement un des médias, Instagram, dans lequel sont nourris, puis leur contenu est beaucoup plus là qu'à la télé ou des médias traditionnels. Fait que, des fois, ils n'ont pas l'entièreté du reportage, puis tout le travail journalistique qui est fait derrière les médias traditionnels. Eux, ils se nourrissent de quelques publications, Instagram, TikTok, puis ils savent certaines choses. Puis là, ça nous permet d'avoir un dialogue. Puis c'est ça donne souvent des discussions très, très enrichissantes, autant pour l'élève que pour moi, là, en tant que prof. Alors, tu sais, on dit souvent qu'on vit dans un monde de plus en plus polarisé, tu sais, très, très extrême. Là, tu sais, genre, peu importe sur quoi. Là, si tu es à droite, tu es très à droite. Si tu es à gauche, tu es très à gauche. Tu sais, on ne vit pas une période de modération. Là, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux sentir à l'intérieur d'une classe, même si c'est des jeunes? Donc, par exemple, vous abordez un sujet, ça pourrait être un sujet d'actualité ou peu importe quoi. Puis c'est normal que devant tes 30 élèves, c'est normal qu'il y ait des opinions diverses, et tant mieux en passant. Mais est-ce qu'on sent aussi cette polarisation et parfois, j'ai envie de dire, un peu de la colère, là, tu sais? Oui. Très, très polarisé. Plus que j'ose parler d'actualité, je dois arriver avec une certaine... pas une armure, là, mais il faut que je sois prêt à en parler. Je peux pas juste dire « Ah, OK, les communautés LGBT, qu'est-ce que ça... » Non, il faut que j'ai un cadre de discussion, il faut que ça soit quand même bien préparé, parce que sinon, tu ouvres une boîte à surprise, puis là, ça peut vraiment réagir. Puis ce qui est un peu dommage, puis ce que j'essaie d'amener aussi avec mes élèves, c'est d'apprendre à faire les nuances nécessaires, à pas non plus tomber dans l'étiquette. Toi, si tu défends telle opinion, ça veut dire que tu adhères à tout le reste, de la gauche ou de la droite. Attention, là, c'est comme si on peut plus vraiment... C'est très difficile de faire des nuances. Ça devient très dur parce que dès que tu nommes une chose, on te colle une couleur tout de suite. Les élèves, je pense qu'ils l'apprennent en fur et à mesure. Moi, je l'apprends même aussi parfois parce que, par exemple, des fois, je peux parler, par exemple, d'un courant féminisme dans le cadre d'un thème du cours. Juste le mot féminisme, là, il y a des élèves qui se mettent à tousser, puis là, ça dérange, un peu comme dans le documentaire de Mâle Alpha. Là, je faisais la blague tantôt, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui. Donc, il y a comme une réaction à des sujets qui sont même pas maîtrisés par les élèves, mais il y a une réaction, il y a une espèce de campement. On s'oppose à quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement. Puis le travail du prof, c'est de faire les nuances, puis de recadrer dans le cadre de la charte des droits, puis des libertés, puis de dire attention, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit tout le reste. Donc c'est ça qui est difficile dans une situation très polarisante, une société comme on est actuellement. C'est ça, puis en plus de ça, il y a certains concepts dont on n'a pas nécessairement les mêmes définitions. Hein. Parce que là, je reprends féminisme parce que tu en parles, mais tu sais, j'ai envie de te dire, il y a aussi un féminisme de droite, un féminisme de gauche. Puis donc, moi, ça m'est déjà arrivé de voir à la télé deux femmes qui se disaient féministes, etc. Et écoute,
honnêtement, je voyais pas le lien entre les deux, mais les deux se disaient féministes, là, tu sais. C'est-à-dire, elles sont, oui, pour l'avancement des femmes dans la société. Il n'y a pas de doute, les deux, là, elles pensent. C'est probablement le seul lien qu'elles avaient, mais dans comment l'articuler dans la société, on dirait que c'était deux choses différentes. Donc, j'imagine que même ces nuances-là, c'est extrêmement difficile à faire dans une classe. 100%, surtout que quand les personnes qui réagissent négativement sont confrontées, ils n'ont pas nécessairement une définition comme tu viens de l'expliquer. Fait il faut nager dans une espèce d'océan de nuances, puis leur apporter des outils pour faire ces nuances-là. C'est pour ça qu'il y a souvent des démarches éthiques. On prend des problématiques philosophiques ou sociales, puis on fait la démarche éthique avec eux, identifier c'est quoi le problème, c'est quoi le sujet qu'on parle, c'est quoi les valeurs qui s'opposent, c'est quoi les diverses opinions. Est-ce qu'on a des sources, des références pour chacune de ces opinions-là? Est-ce qu'on peut évaluer ces sources-là? Est-ce que c'est des sources crédibles? Il y a tout un procédé pour que l'élève puisse arriver à prendre position puis dire, après avoir fait cette recherche d'information, cette recherche éthique-là, je suis en mesure de me positionner. Et non pas une discussion, OK, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu en penses ça? OK, ça explose, ça chicane. C'est pas un dialogue, ça, quand on fait ça. Puis malheureusement, j'ai l'impression que des fois, on confond. On dit, faut dialoguer, mais on dialogue avec des préjugés, on dialogue avec des stéréotypes, on dialogue avec des idées fausses, parfois des fausses informations. Fait que là, c'est-tu un dialogue quand on est dans la fausse information? Il faut équiper nos élèves. Là, je parle pour mes élèves, mais j'essaie de les équiper à avoir des sources crédibles, fiables, pour avoir des opinions qui sont réfléchies. Mais ça, pas la mienne, pas mon opinion. Non, la leur, mais qu'elles se tiennent. Ben oui. Mais ça, c'est intéressant. Et nous, on le vit pas encore parce que mes filles sont encore jeunes, ils sont pas exposés au téléphone, tablettes, etc. Mais tu sais, on a des amis, j'ai des neveux, des nièces qui sont un peu plus âgés, qui ont des téléphones, qui sont sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on parle souvent de ça avec Salim, le type d'information que nous recevons. Mais nous, évidemment, on œuvre dans l'actualité, c'est les nouvelles, puis il y a tellement de sources là que c'est de la poubelle. T'sais. Mais les jeunes, peut-être, qui ont moins d'expérience, qui écoutent un Andrew Tate, par exemple, ils prennent au sérieux, c'est de l'information, pour eux, ça a du sens. Donc, peut-être, ils n'ont pas le réflexe d'aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se dit, de comparer, de faire un peu leur propre état de situation. Toi, dans tes classes, et je parle surtout pour les plus vieux, là, les secondaires 5, justement sur ce que tu disais, là, il y a un conflit dans les positions, puis c'est complètement normal, mais l'information qu'ils partagent, ils reçoivent d'où? Et est-ce qu'il y a une certaine responsabilité de quelqu'un comme toi que tu es à l'extérieur un peu des cours... comment qu'on va les appeler? Je sais pas, là, mathématiques, français, géographie. Toi, tu peux aller toucher partout, tu as un grand spectre là, dans ton cours à toi. Est-ce que tu remarques ça, que les gens sont tellement susceptibles à aller voir des affaires qui sont vraiment du n'importe quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour un peu les recentrer, leur dire, écoutez, guys, faites attention avec ces appareils-là, ce que vous lisez, ce que vous faites, ce que vous partagez, un certain sentiment de responsabilisation là, dans ce monde-là de médias sociaux puis dans cet univers-là? Clairement, on a des approches de recherche. Quand on a des projets de recherche en classe, c'est pas juste, OK, tel sujet qui te tente, fais une recherche puis donne-moi l'info. Il y a un processus de recherche, il y a une méthodologie qu'on leur apprend. Après, des fois, je me dis, c'est cool, là, mon cours, 75 minutes, c'est une fois par semaine. Peut-être que je peux servir à quelque chose, mais je suis un grain de sable dans l'océan des informations. Puis au final, je me dis, l'éducation, l'école traditionnelle, c'est nécessaire, c'est bien. Puis là, je parle purement opinion, là. Mais il y a aussi, 2025, une forme d'éducation qui se transfère sur les réseaux sociaux. Puis là, les influenceurs d'aujourd'hui deviennent un peu des modèles, des gens qu'on écoute. C'est une forme d'éducation, là. C'est comme si ça évolue. Puis à travers cette évolution-là, ceux qui parlent, ceux qui sont influenceurs, sont pas toujours ferrés pour parler du sujet qu'ils abordent. Et là, c'est là que ça crée plus d'inquiétude pour les parents. Alors,
quand il y a un prof, tu sais, je parle pour moi, mais il y en a d'autres, là, les enseignants qui sont sur les réseaux sociaux, là, tu sais, des Sylvain Duclos, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il vulgarise bien les mathématiques et tout ça. Ben, quand il y a un prof qui est dans la classe et sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il y a une continuité, puis ça donne une certaine visibilité. Moi, je me dis des fois, c'est génial qu'on ait des personnes... Je parle de moi, mais je veux dire, c'est nécessaire, même si j'étais plus prof, je trouverais ça nécessaire qu'il y ait des influenceurs à qui on peut se fier. Puis c'est rien contre tous les autres, mais c'est tellement dur de faire « Ah, OK, toi, tu dis ça, mais est-ce que c'est vrai? » Puis tout ça. Donc, quand il y a un prof qui est qualifié dans son domaine, dans son métier, dans son contenu, puis il y a une plateforme sur les réseaux sociaux, ça devrait être encouragé, ça devrait être comme... Au lieu de se méfier et de dire, tu sais, des fois, on voit des parents qui sont comme « Ah, les réseaux sociaux, un prof sur les réseaux sociaux, c'est mauvais, les réseaux sociaux. » Puis le prof est un mauvais modèle parce qu'il encourage TikTok. Puis là, ça va nuire parce que les jeunes sont dépendants aux réseaux sociaux. Oui, mais qui va leur parler sinon? On va les laisser dans les mains de qui? De Andrew Tate? Oui, mais parce que c'est ça, tu sais, leur attention, c'est déjà sur ces plateformes-là. Donc, tu sais, pourquoi ne pas en profiter et d'avoir une présence qui est un peu plus instructive, positive, etc. Ouais. Ou divertissante. Moi, tu sais, là, je parle de l'information, mais moi, je suis plus dans la blague, là, dans l'humour, dans la légèreté, mais je trouve ça important qu'il y en ait des influenceurs qui soient crédibles. Des journalistes, tu sais, maintenant, les politiciens qui sont de plus en plus des influenceurs, finalement, là, tu sais. Mais oui, mais en même temps, tu vois, dans ton cas, à toi, et ça fait le lien avec ce que je disais tantôt, c'est que, tu sais, ton humour, pour que les jeunes puissent le comprendre, il faut déjà qu'ils sachent qui est Trudeau, qui est Legault, qui est Trump. Puis, à la limite, Trump, étant donné que c'est un vrai clown à la base, fait que forcément, il y a des gens qui le connaissaient. Mais non, mais... Il y a beaucoup de politiciens qui sont des clowns à la base. C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, c'est plate, là, mais il y a beaucoup de jeunes au secondaire. Je dis beaucoup. Je dis pas que c'est la majorité. Je dis pas que c'est une tendance. Mais il y en a qui sont pas nécessairement intéressés. Puis, tu sais, peut-être parfois, ils savent même pas si on a un président ou un premier ministre ou, je sais pas moi, un empereur ou quoi que ce soit, là. Mais déjà, de le savoir. Donc, il faut qu'ils aient entendu au moins une fois Legault parler pour comprendre que tu es en train de faire une caricature ou une parodie de ce qu'il a dit. Donc, quelque part, l'humour est aussi un véhicule pour intéresser les gens à juste savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Oui, évidemment, on ne s'attendra pas d'un jeune en secondaire 2 de nous faire une thèse de doctorat sur le système politique au Canada, là, mais tu sais, au moins, il y a un point de départ de quelque chose. Oui, bien, c'est un outil. Moi, c'est mon outil préféré. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis je dis pas que tous les profs doivent être pareils comme sur les réseaux sociaux. Au contraire, là, je pense que ça prend une diversité aussi de profs. C'est pas tout le monde qui s'identifie à Monsieur Paradis, là, tu sais. Moi, c'est comme ça qu'on m'appelle, Monsieur Paradis. C'est pas tout le monde qui s'identifie à moi. Il y en a que c'est des profs plus magistraux, plus conventionnels, puis c'est nécessaire. Il y a une diversité de profs, il y a une diversité d'approches, il y a une diversité d'élèves aussi. Alors, comment leur parler, comment leur apporter? Clairement, on est tous différents, mais l'humour, pour moi, c'est mon outil principal, préféré. Je le fais dans ma classe, un peu. Je le fais sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps, quand ça me tente. Mais ouais, c'est nécessaire, selon moi. L'humour et en enseignement, et en politique, et partout, finalement. Alors, on se rapproche peut-être de la fin. Ouais. Toi, tu as peut-être envie de dire quelque chose. Je voulais juste peut-être faire un petit jeu rapide, mais dis-moi si tu voulais aller d'avant. Ben, tu sais, je voulais pas non plus t'amener dans un terrain politique, mais je voulais juste avoir un peu l'opinion d'un enseignant et de tout le contexte de l'éducation, quelqu'un d'expérience qui le vit de l'interne. C'est quoi, c'est comment ça va? Puis, ben, si tu veux pas répondre, tu sais, je vais pas t'amener dans des autres troublés, là. Politiquement parlant, y en a-tu qui l'utilisent en répondant à vos questions? Ça arrive. Oui. Ben là, moi, je suis entre, tu sais, on a un devoir de loyauté là, en éducation. À ce qui paraît, on peut pas rien dire de négatif sur notre employeur. Moi, on dirait que j'ai pas lu le mémo. Là. J'en fais quelques critiques sur M. Drainville, des trucs comme ça. Comment va l'éducation? C'est très large comme question. Ouais. Bien, mal, moyen. Je pense que c'est en évolution, comme je disais tantôt.
je ressens... Tu sais, moi, ça fait 7 ans, là. Je parle du haut de mes 7 ans d'éducation. Il y a des profs, ça fait 30 ans, ils pourraient vous en parler pas mal plus que moi, là. Mais j'arrive dans le réseau, on sent qu'il y a des choses qui ne connectent pas avec la réalité des jeunes. La formule, c'est particulier. La qualité des écoles, tu sais, je ne veux pas être trop méchant, mais il y a des écoles, c'est bizarre la façon que ça a été conçu. Tu sais, c'est une prison, on le dit souvent, ça ressemble à l'architecture. On n'est pas en mode l'éducation, c'est une priorité. On va essayer de sauver les meubles et on va patcher les trous. Tu sais. J'ai l'impression que ça prendrait peut-être on réfléchit à nouveau, là, ça prend une commission de quelque chose, ou ça prend une réflexion collective sur OK, qu'est-ce qu'on voudrait pour l'éducation? Parce qu'on est comme soumis au mode du moment ou au problème du moment. Puis là, on répare le problème du moment. Bedford, c'est un exemple, là, la compétence de certains enseignants. Questionner, je pense que la compétence, c'est un sujet qui devrait être abordé en éducation. On parle de Bedford, mais je pense dans tous les milieux de travail, que ce soit prof ou pas, il y a des personnes incompétentes. Ouais. Il y en a qui sont très compétents, des incompétents aussi. Ouais. Puis la compétence, dans le cas de Bedford, est allée plus sur la conception de la laïcité. Exact. Et pas nécessairement sur le reste. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que oui, ça, c'est quelque chose à revoir. Le rôle de la religion dans l'école, c'est-à-dire 0. Oui. Mais il y a aussi d'autres types d'incompétences sur lesquelles il faut se pencher. Exactement. Puis c'est comme si on a pris... Moi, c'est comme un symptôme. Là. On réalise qu'il y a des profs incompétents. Oui, il y en a. Dans le sujet de la religion, ils ont transgressé leurs limites professionnelles. Ils ont profité du système d'éducation pour mettre de l'avant leurs valeurs individuelles. Inacceptable, on est d'accord. Pour moi, le sujet, c'est l'incompétence parce que je le vois avec ça, oui, mais avec plein d'autres sujets. C'est ça. Puis il y en a, là, des fois, tu te dis, oh boy. Qui mériterait probablement aussi un peu plus de visibilité que les autres discussions qui sont politiquement parlant très... ramènent des voix. Oui, c'est utile. C'est ça. C'est moins utile de parler de OK, il y a des profs qui évaluent pas bien les élèves, ou injustement, ou qui ont des favoritismes. Ou, tu sais, il y en a des personnes. La majorité, moi, je ne veux pas mettre mon réseau à dos, des profs. La majorité des profs sont compétents, ils font bien leur travail, mais il y en a toujours une minorité à quelque part qui fait mal le travail, puis ça, on n'en parle jamais. Mais on peut-tu on va se le dire, c'est dans n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, là, on parle des enseignants. Oui, sauf les politiciens. Les politiciens sont toujours compétents. Ils font jamais d'erreur. Non, il n'y a jamais de problème en politique. Écoute, tantôt je disais qu'on allait faire un jeu, mais ça va être plutôt une question un peu... qu'est-ce que tu dirais... admettons, là, si tu avais des politiciens devant toi, là, plus ou moins importants, là, qu'est-ce que tu leur dirais d'envoyer comme message aux enfants, là, comme enfin, quand je dis aux enfants, aux élèves, comme ceux que tu peux avoir dans ta classe, là? C'est pas nécessairement aux politiciens. Ça peut être at large. Ouais. C'est une grosse question. Tellement de possibilités. Non, mais je veux dire, je sais pas, moi, tu sais... Moi, ça serait, tu sais, une des choses qui me vient en tête, c'est de les respecter. J'ai l'impression que, c'est pas juste les politiciens, dans le milieu scolaire, respecter l'intégrité du jeune, le droit de l'enfant, ça reste un individu qui vit des choses, là. Tu sais, dans mon rapport, moi, je suis prof-élève, j'ai du contenu, j'ai des exigences à rendre. Le politicien prend des décisions sur un réseau pour satisfaire son électorat ou des critères de succès. Mais parfois, j'ai l'impression l'enfant est instrumentalisé ou est utilisé ou il n'est pas pris en considération dans la manière qu'on l'enseigne, la manière qu'on l'intervient. C'est pas toujours bienveillant envers et l'enfant et le réseau scolaire en général. On pourrait parler des profs aussi, que c'est pas toujours bien perçu, traité. On se sent pas toujours, faisant partie, avoir une voix, avoir une parole. Mais c'est ça, je pense que ça serait de considérer le bien-être de l'enfant,
sans nécessairement épargner ou être... lui donner un espèce de cadre où est-ce que l'enfant va pouvoir s'épanouir et être respecté. Il y a trop de rapports d'autorité qui sont des abus, qui ne sont pas nécessairement physiques, qui sont parfois juste en termes de décision, de choix, d'enseignement, d'organisation. Les enfants, c'est le futur. Moi, là, je me considère jeune. Tu sais, je vous regarde, je me sens jeune. Merci. mais tu sais, je suis déjà en mode, hey, c'est eux, là. C'est eux les prochains politiciens, c'est eux les prochains profs, c'est nos prochains médecins, c'est notre prochaine société. On peut en prendre soin, en prendre... Moins. En prendre moins. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, d'être bienveillant, les respecter, les valoriser aussi, pas de les écraser. Puis même chose avec les enseignants, c'est la même chose. Bon, good. Samuel, merci beaucoup. On va mettre un point. Évidemment, t'as bien d'autres choses à faire que de passer ton temps dans mon sous-sol. Bien qu'on a beaucoup aimé. Un grand merci. Puis on s'est éloigné un peu de ce qu'on fait normalement, mais je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de regarder la politique d'un autre point de vue aussi. Ben oui, absolument. À la fois d'un enseignant, puis écoute, nous, on a des enfants, puis on valorise énormément ce que les enseignants font, et y compris ce que tu fais, même si les miens ne sont pas encore rendus au secondaire. Mais et merci de ton temps. Et merci aussi de nous faire sourire, voire rire lorsque tu fais tes vidéos. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci. Ciao. Merci, bye.